Ludovic, Hello. comment tu vas? Très bien. Ludovic, bienvenue dans le nouveau podcast Joue-la comme un ou une head of sales. Je te laisse prendre possession des lieux. Sympa. Tu as sur ta droite une télé avec plusieurs questions qui vont apparaître. Je t'invite à te mettre face à la télé pour pouvoir y répondre. Est-ce que tu es prêt? C'est tout bon. Tout bon? Yes. On y va pour la première question. Qui es-tu, Ludovic, dans la vie pro? Dis-nous tout. Alors, je suis Ludovic Lantier, le directeur général adjoint et directeur commercial de l'École française depuis maintenant 2 ans. D'accord. Tu as besoin de savoir qui est l'École française? Ben écoute, vas-y. Donc, Quel moment? L'École française, on est une start-up devenue scale-up de 90 personnes aujourd'hui. Et on est un des leaders de l'éducation et de la formation en ligne en France. Donc Depuis quand existe l'École française? Depuis 2017. D'accord. Donc on est officiellement à 7 ans. Exactement. Ça marche, donc scale-up aujourd'hui, start-up avant, 90 personnes. Et toi, tu es arrivé quand? Je suis arrivé il y a 3 ans et demi. Ok, ça marche, on en reparlera. On prendra le soin de parler de ton parcours tout à l'heure. Et enfin, question d'après, mais alors qui est Ludovic Lantier dans la vie perso? Ludovic Lantier dans la vie perso, c'est... Donc, j'ai 44 ans, je suis en couple avec une femme que j'adore depuis plus de 10 ans et j'ai une petite fille adorable qui s'appelle Maxine et qui a 5 ans. Super. Qui Voilà. s'appelle? Maxine, D'accord. avec un N. C'est pas très courant, mais c'est de plus en plus courant. Et dans la vie perso, quels sont les loisirs? Qu'est-ce que tu aimes pratiquer? Je suis un grand fan de tennis. Tu le pratiques? Même si j'y joue plus aujourd'hui. D'accord. Je vais plutôt jouer au paddle. Et voilà, je suis quelqu'un qui fait pas mal de courses aussi. Un marathon à venir. Course à pied ou cyclisme? Course à pied. Tu pratiques des défis, des challenges, des... Pour l'instant, je m'arrête à mon 2e marathon et on verra après. Le dernier marathon, il était où? Il était à Paris. Le prochain il sera encore à Paris. D'accord, Voilà. ok. Je te recommande, comme je l'ai déjà recommandé plein de fois, le semi-marathon de Lisbonne. Ah ouais? Ouais, parce que tu passes sur ce magnifique pont, D'accord. qui est celui semblable à celui de San Francisco. Il y a plein de semi-marathons et des marathons magnifiques, mais le semi de Lisbonne, il est incroyable. Donc le paddle, ça fait combien de temps que tu aimes le paddle? Parce que c'est un sport hyper montant. Le paddle, ça fait avant le confinement. J'ai commencé avant le premier confinement. Donc Donc 2019. ça fait 2019, ouais, ça va faire 5 ans. C'est devenu un peu compliqué de jouer à Paris là, ces dernières années. C'est en train d'exploser. Certains clubs sont en train de réouvrir, donc ça commence à être un peu plus simple. J'ai un club près de chez moi qui vient d'ouvrir, donc c'est cool. Ouais, pour les réservations, parce que c'est assez problématique. Exactement. Pour pouvoir réussir à aller taper la balle avec ses potes, il faut s'y prendre bien en avance. Mais c'est sympa, c'est ludique et c'est moins fatigant pour les articulations que le tennis quand tu deviens un peu moins jeune. Oui, voilà, parce que toi, en plus, tu aimes le tennis, donc forcément, le paddle tennis, c'est assez comparable, mais pas du tout dans la façon de jouer sur le terrain. Yes. Qu'est-ce qui t'anime le plus quand tu joues au paddle? C'est quoi qu'est-ce que ça te procure? C'est ludique, c'est fun. Enfin, c'est ludique, c'est fun. Tu te marres, tu retrouves pas mal de choses du tennis. T'as besoin de moins de technique que le tennis. Le tennis, tu pètes vite un plomb le jour où tu joues pas, tu frappes pas bien dans la balle, tu joues pas bien, tu t'énerves facilement. C'est plus simple et plus ludique le paddle. Ouais, l'échange serait soi-disant plus facile? L'échange est plus facile, ouais, c'est moins exigeant techniquement parlant. Ok. Il y a quand même son exigence, bien évidemment, parce que certains pros nous diraient attention à ce que vous dites. Mais le tennis, oui, il y a cette notion où... Au tennis, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Techniquement, t'es pas là, ça pardonne pas. Ouais, et puis, voilà, exactement. Il y a aussi un coéquipier qui peut t'aider si jamais tu as un petit moment de mou. C'est le concept de 2. C'est un très Ça y bon est, tu point. l'as ton binôme parfait? Non, ça change régulièrement. Je l'ai eu pendant un moment, puis après, il y a des aléas qui fait que ça change, mais ça tourne en ce moment. Ok. Je vais te passer une question, même plusieurs, qui ont été posées par d'un groupe privé, des acteurs du monde du commerce que je connais, qui ont posé des questions spécialement pour toi. Alors, je vais te les lire.
qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelles sont les actions que tu fais au niveau professionnel, bien évidemment, pour te différencier de tes confrères? Parce qu'on sait que le monde de la formation est un monde où beaucoup d'acteurs ont débarqué, un peu comme le monde de la rénovation énergétique à l'époque avec de l'isolation à 1 euro. Le CPF a été très longtemps décrié et l'école française aujourd'hui travaille sur ce domaine. Donc comment on fait pour se différencier, pour prouver qu'on est sérieux? Comment tu fais, toi? Quelles sont les actions? Les actions, elles sont clairement dans l'accompagnement de nos apprenants et de nos étudiants et la réussite de nos apprenants. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste un organisme qui est là pour vendre des formations. Il faut savoir bien vendre à la bonne personne, bien l'orienter et l'accompagner jusqu'à la fin. De toute façon, les organismes les organismes et les écoles qui persistent aujourd'hui sont des gens pour qui la réussite et le succès de l'apprenant est primordial. Ouais, c'est un peu à l'image du ne fais pas que du recrutement, fais aussi de la fidélisation et accompagne. Et c'est primordial. Enfin, on ne peut pas vivre sans le succès et la réussite de nos apprenants. Et tu le sens dans le discours commercial dans tes équipes quand elles expliquent qu'il y a un accompagnement. Alors toi, c'est coach et mentor, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. On a un double accompagnement. Vas-y. Tu sens cette notion où les gens sont séduits par cette notion d'accompagnement derrière? C'est clairement un facteur différenciant, c'est ce qui est recherché. Il faut arriver à bien le mettre en valeur et que le prospect ou nos futurs étudiants comprennent bien quel va être l'accompagnement proposé, qu'ils puissent s'y identifier. Ok. Mais c'est clairement c'est clairement un argument qui plaît, quoi. Ouais, c'est un argument très fort aujourd'hui pour vous et c'est ce qui fait votre position. Les gens ont peur de se sentir tout seuls, les gens ont peur de se sentir face à l'inconnu, de ne pas maîtriser, ils ont besoin d'aide, et ils ont besoin qu'on les accompagne, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue motivationnel. Voilà, on a tous, quand on suit une formation qui dure 1 an et demi, 2 ans, on peut avoir des hauts, des bas, on peut avoir envie de lâcher. Les petits coups de mou le coach pas. C'est important d'avoir un coach qui est là pour te motiver, pour te remettre dans. Il va t'apporter ce gros boost. Yes, ouais, alors c'est vrai. Alors, en plus, tu viens de le préciser parce qu'on rappelle quand même que le CPF en France, c'est un droit pour se former. Donc, forcément, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi avec cet argent qui t'est offert, on va dire, par le biais de tes années de travail pour réussir à te former à quelque chose, même à changer de carrière. C'est des renouveaux qu'on peut faire avec ça. Et d'ailleurs, on peut le faire avec vous puisque vous êtes une école certifiante. Alors, nos apprenants, la plupart de nos formations sont finançables par le CPF. Elles sont pas uniquement, c'est pas 100% des cas, et on a de plus en plus d'apprenants qui viennent financer par soit leur financement personnel, soit par leur entreprise, les formations qu'on propose. Donc, on n'est pas uniquement sur le marché du CPF. Ouais, vous êtes sur le CPF et le B2B. On est sur le CPF, sur le B2B, pour rappel, ça veut dire business to business, donc c'est un professionnel qui parle avec une autre entreprise. Et c'est les entreprises qui viennent former leurs collaborateurs pour les aider à monter en compétence sur tel ou tel sujet. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'en plus de ça, petite particularité, vous formez pour l'alternance. Exactement, on accompagne les étudiants donc sur des parcours en alternance du bac à bac plus 5. Ok, merci beaucoup. Ludovic, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve maintenant, enfin, sur la partie bar. Je t'invite à te diriger vers la partie bar qui est sur ta gauche. Je te rejoins, à tout de suite. À tout de suite. Salut Ludo, comment tu vas? Ça va, ça va bien? Très bien. Je t'en prie, mets-toi, place-toi au bar. Très sympa comme endroit, merci. Merci. Bon, comme avec tous les invités, j'ai essayé d'innover, j'ai essayé de vous faire un petit truc qui casse les codes, on sort un peu du habituel derrière un micro. Je te propose 4 cocktails que je vais préparer. Ok. Nigo? Je choisis pour toi du coup. Exactement, tu choisis pour toi et pour moi. Allez, c'est parti. Ludovic, voici les cocktails. Donc, le premier que je te présente ici, le nom de ce cocktail, c'est « Décroche ton téléphone ». Très connue cette phrase. Hein. Ouais. Deuxième cocktail, un autre nom, un autre type. « Red Zone, Red Flag ». Troisième cocktail, même chose, une phrase très connue dans le monde de la vente, un peu pour charrier ses collègues, c'est « Même ma sœur, elle le signe ». Et le quatrième et dernier cocktail, totalement différent, celui-là, très soft, c'est « Le génie de la stratégie ». Ludovic, quel cocktail aimerais-tu déguster aujourd'hui et partager avec moi? Je vais prendre Red Zone, Red Flag. Allez, ça marche, Red Zone, Red Flag. Hop. Et enfin, c'est quoi le cocktail que je bois avec toi? Décroche ton téléphone. Décroche ton... Je pense qu'on me l'a jamais dit dans le monde du commerce.
J'aime trop ce métier, j'aimais trop ce métier. Eh ben écoute, je te propose, je te rejoins pour qu'on les boive ensemble et qu'on échange et qu'on discute. Ça À tout de marche. suite. Tout de suite. Bon ben Ludo, ce que je te propose, on va forcément trinquer à toutes les équipes commerciales de France, tant qu'à faire, vu que c'est le podcast Je vous la comme un Sales de United Sales. Santé. Alors moi, je fais toujours ce petit truc. Hop. Tu sais pourquoi je touche après avoir trinqué avec toi, je touche Non. le bar? Je dis bois. Non. En tant qu'ancien militaire, il est important de trinquer ou de toucher un objet qui est en contact avec le sol pour trinquer avec nos frères d'armes tombés au combat. D'accord. C'est une devise dans l'armée. Tout le monde le fait pas. Moi, ça m'est resté. Ça fait aujourd'hui 12 ans que j'ai quitté cette belle institution. Mais ça restera. Il y a des trucs comme ça qui te forgent et ça te fait l'avenir. Bah, d'ailleurs, parlons un peu de toi. Je veux bien que tu me parles de ton parcours. Tu n'es pas obligé de forcément commencer au tout début. J'ai bossé chez McDo, j'en sais rien, je dis une bêtise. Mais comment tu as fait pour gravir les échelons et arriver aujourd'hui à ce poste de directeur commercial DG? J'étais pas du tout fait pour ça. J'ai commencé, j'ai fait une école d'ingé, une école de commerce, enfin les deux, et puis j'ai commencé dans la finance de marché, dans le trading. Ok. Au sein d'une banque? Au sein d'une banque, ouais. Enfin, j'ai fait un peu à Paris, un peu à Londres après. Voilà, peut-être un peu par mimétisme et en suivant un peu ce qui était censé être le mieux sur le papier. Mimétisme, ça veut dire que... Tous mes potes étaient là-dedans. Ok. Tous ceux qui étaient avec qui tu étais en école de commerce? Non, tous mes potes, j'avais des potes un peu plus âgés. Tous mes potes un peu plus âgés à l'époque étaient là-dedans. C'était bien sur le papier. Je me suis dit, tiens, j'ai eu la capacité de le faire, j'ai eu la capacité l'opportunité de le faire. Je me suis dit, tiens, va là-dedans. Sans trop réfléchir à est-ce que c'était vraiment fait pour moi et est-ce que c'était ce qui allait me plaire, est-ce que c'était... C'était un peu l'image de je vais là où mes potes sont parce que j'ai envie d'être avec eux. Ouais, et que sur le papier c'était bien. Ouais, voilà, c'est que ça paraît bien. Sur le papier, on est dans c'est une bien, époque t'es censé post-bac. gagner un peu d'argent. Ça respire l'argent. Voilà, ça respire l'argent. Il y avait certains points qui pouvaient bien me convenir en termes de point de caractère. C'est assez speed, ça bouge, etc. Mais je pense qu'au final, à posteriori, je pense que c'est une belle erreur de parcours. Je pense que ça me convenait pas et que ça me correspondait pas. Et en l'occurrence, j'ai pris le premier poste de trader que j'ai trouvé, qui était un poste de trader quantitatif. Je savais que ça allait être trop complexe pour moi, ça l'a été. Enfin, je m'y retrouvais pas, c'était pas du tout ce que... Il t'a fallu combien de temps pour te rendre compte que c'était pas ça? Il a fallu 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi d'école de commerce? Non, de métier. Ah, de métier? Ouais. T'as fait combien d'années d'école de commerce? 3. T'es les 3, ouais? Ouais. J'ai fait 5 ans d'école d'ingé, 3 ans d'école de commerce. Et c'est au bout de ces 8 ans que tu démarres et au bout d'1 an et demi d'activité pure? C'est même pas, t'as pas fait des stages de l'alternance, des choses qui sont Si, j'ai fait des stages pendant, et là j'ai continué à avancer avec mes œillères, entre guillemets, en me disant tiens, c'est là-dedans. Et c'est après, dans le premier poste en question, je pense ne correspondait pas. D'accord. Et je me suis un peu obstiné. Ouais. Et voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu, finalement, choisis... Il est bon, vas-y, régale-toi. Il est très bon, donc j'en profite. Qu'est-ce qui fait que, justement, tu as eu cette prise de conscience? Parce que je pense qu'il faut l'avoir. Parce que post-bac, on est quand même à un moment où on nous demande de faire des choix de future carrière, et on ne sait pas ce qu'on fait. Qui ne sont pas faciles à faire. Après, on peut être guidé, on peut avoir des bons conseils, mais justement, il faut savoir les écouter. Oui, puis savoir s'écouter. Il faut savoir s'écouter. C'est très important, savoir s'écouter. Mais c'est pas évident de comprendre ce que tu veux à cet âge-là. Ouais. Donc, il faut savoir aussi écouter. Savoir écouter, je pense que c'est une des qualités premières d'un sales, on en reparlera peut-être. Exactement. Mais c'est savoir écouter, savoir s'écouter et savoir se remettre en question. Ok. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu as touché, en tout cas, au bout d'1 an et demi, tu t'es dit mince. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 an et demi, tu te dis mince, je suis pas au bon endroit, je suis pas au bon truc. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu entreprends? Qu'est-ce que tu mets en place? Ça a été le départ à zéro. Je suis reparti from scratch en disant ok, qu'est-ce que je veux faire? Mais j'ai fait des petits boulots. Tu parlais de vendeur chez McDo. Tu l'as fait? Post ça, j'ai été vendeur chez L'Occitane pour faire les paquets cadeaux à Noël pendant 1 mois ou 2 mois. Et j'ai pris du temps à réfléchir à ce qu'il me fallait et à m'écouter, à comprendre ce qui allait me faire kiffer. Ouais. Parce que à ce moment-là, tu peux aller facilement vers le conseil, vers d'autres choses
qui me correspondaient pas. Ouais, tu serais resté un peu dans la même branche au Il y a final. plein de secteurs sur lesquels j'aurais pu partir, mais qui me convenaient pas. Et j'ai pris le temps de chercher, j'ai pris le temps de réfléchir et de trouver. Et j'ai atterri assez rapidement dans le monde de la formation, et dans lequel j'y ai retrouvé des choses qui me faisaient avancer, qui me faisaient kiffer. Tu te sentais utile? Je me sentais utile. C'était toujours lié, ça a été assez rapidement lié à la vente. Et du coup, j'ai découvert quelque chose, entre guillemets, le monde de la vente que j'avais pas autant fréquenté avant, qui était plus dans le monde de la finance, qui était du combat contre soi-même, point barre, t'es tout seul. Et là où, en fait, de la vente, t'as un interlocuteur et c'est plutôt la même chose. Ouais, je pense C'est un comprendre ce que échange tu veux et dire. voilà. C'est, Et donc, je suis arrivé derrière, pour répondre à ta question sur le parcours, assez rapidement derrière, dans le monde de la formation, à de la vente, à un acteur digital de la génération de leads, mais pareil, sur le côté vente auprès des écoles et des formations, donc toujours dans des centres de formation, toujours dans le même domaine. Et donc, je suis arrivé ensuite chez l'École française il y a 3 ans et demi maintenant. Alors, ça m'amène à te poser une question qui pourrait aider tous les sales qui nous regardent aujourd'hui. C'est quoi le conseil que tu aurais envie de donner à une personne qui aujourd'hui voudrait peut-être se lancer dans le monde du sales? C'est quoi le conseil qu'on peut lui donner que tu peux lui donner qui pourrait vraiment l'aider, faire gagner 6 mois, 1 an? Alors, c'est apprendre à écouter et Mais bosser. à écouter quoi? Parce qu'il y a le client, on en a Apprendre à parlé. écouter le client et Ouais. apprendre à bosser. Tu peux que vendre si tu connais bien ton produit et tu connais ton marché et tu sais ce que tu veux. Est-ce qu'il est important d'être extrêmement pointilleux sur la technique? Sur la connaissance de ton produit. C'est-à-dire que tu dois connaître un minima sur le produit, quitte à dire je sais pas, je vais m'enseigner. Et exactement, c'est une des qualités, je pense, c'est aussi être franc, Ouais. être honnête et franc avec son client. On a dit l'écouter, mais aussi savoir dire je sais pas, je vais aller m'enseigner, ou savoir donner un point faible de son produit. Et du coup, ça t'inspire la confiance et c'est important pour Ouais, si tu en parles, la confiance, c'est extrêmement important. Le client d'aujourd'hui, en fait, se méfie énormément. À l'époque, il ne voulait pas se renseigner, il y a quelques années. Aujourd'hui, il peut se renseigner, clairement. Il est complètement à même de savoir ce quelqu'un qui qui se n'a passe. pas de défaut, quand tu vends un produit sans défaut, pour moi, il y a toujours une entourloupe en dessous derrière. Donc, autant être franc et donner les points forts, mais aussi donner les points faibles. C'est important pour toi de connaître l'ensemble de ce qui se passe dans les équipes? C'est très important. Je le fais peut-être, mais à un moment, ça devient compliqué. Aujourd'hui, on est à 45 sales. C'est compliqué, mais il faut rester au contact. Je pense que l'humain est une vraie valeur ajoutée. Ça devient un peu compliqué de connaître parfaitement tout le monde. Il faut rester proche du terrain. Je crois que tu connais un peu mes équipes. C'est, je pense, un point fort, mais ça peut être aussi un défaut de temps en temps d'être trop proche de ses équipes. Oui, parce qu'encore une fois, après ça va dépendre de la taille de la structure peut-être, mais on y reviendra aussi. Mais il y a cette notion où il faut savoir montrer qu'on est là et savoir aussi laisser les gens qui ont les postes entre toi et les équipes faire leur travail et leur montrer que tu attends ça d'eux aussi. Tout à fait. C'est leur montrer. Alors, c'est une façon de donner de l'autonomie, mais c'est une façon de déléguer pour toi. Et de les responsabiliser, de les faire monter, de les faire monter en compétences et les faire grandir. Et enfin, pour terminer cette partie, cet atelier, Ludovic, j'ai une question pour toi. Tu as une passion, une ou plusieurs passions, un truc en particulier? Yes, alors, à part le tennis, j'aurais dit la bouffe. C'est La bouffe. un bon vice. Hein. Une en particulier? Italienne. Ok. Ouais. Quel plat? Voilà, mon plat préféré, je pense, c'est spaghetti carbonara. Ok. Tout simplement. Mais ça peut aller de Tu connais la recette? Ouais. Parce que j'ai croisé récemment une Ouais, italienne c'est- qui a un peu gueulé parce que quelqu'un voulait mettre de la crème fraîche dans la faut pas recette. mettre de la crème, faut pas mettre c'est pas des lardons et pas de crème. Non, c'est les vrais Ah, on met quoi? spaghetti carbonara. C'est de la On met pas de pancetta lardon. et puis Oh. c'est pas de la crème. C'est une charcuterie particulière? Une charcuterie italienne. D'accord. Mais il y a plein de façons de faire des spaghetti carbonara. Il y en a plein qui sont bonnes non plus. Il faut pas s'arrêter Ouais. à exactement au modèle italien. Mais en tout cas, c'est Mais la le bouffe, plat ouais, qui te la fait... bouffe, c'est une vraie passion. Ça Bah, se voit écoute. au bout d'un moment. Mais voilà. Écoute, je te remercie. On a fini cette partie atelier. Je te propose qu'on passe à la partie atelier fauteuil business. Merci, Je t'invite à me rejoindre. On y va? ça marche. On est dans le 3e atelier, le côté fauteuil business. On démarre tout le temps cet atelier avec tous les invités avec une ou plusieurs anecdotes qui m'ont été partagées par quelqu'un de ta vie pro ou perso. Et pour le coup, c'est Quentin, c'est ton petit frère, vous avez 10 ans d'écart. Tu as voulu aller sur un plateau de télé pour espérer passer dans l'émission, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est marrant de chier. C'était il y a bien longtemps, une période où j'étais entre deux boulots. Ouais. Fallait meubler un peu le temps. J'avais postulé à des émissions de télé. Et donc, on est parti à deux à la dernière minute avec mon pote sur les plateaux de tournage à Plaine-Saint-Denis. Et du coup, tu passes un casting en arrivant le matin. Tu passes le casting à deux. Pour participer à l'émission. Pour participer à la l'émission qui est juste après dans la foulée. Vous arrivez à deux et les deux passent le casting en même temps. Exactement. Vous pouvez être les deux pris. Exactement, potentiellement. Ok. Et l'ensemble du public passe le casting. Et puis après, tu as le tournage. Et tu découvres qui est pris au début du tournage. Et je crois savoir que c'est une émission où à l'époque, tu avais, je ne sais pas si c'était toujours le cas, tu avais des super potes. Ouais, des petits bonhommes devant ta télé. T'es bien renseigné. Et ensuite, tu gravis plusieurs escaliers. escaliers. À personne, celle-là, pourtant. Mais... Tu nous as parlé tout à l'heure de la phase où tu te remettais beaucoup en question à l'issue des 1 an et demi en tant qu'emploi dans le monde de la finance. Si aujourd'hui, tu devais revoir tout ton passé professionnel et que tu devais changer complètement de voie, tu reviens 20 ans en arrière, c'est pas tu te donnes un conseil comme j'ai pu le poser à d'autres, mais c'est vraiment tu te dis, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Si j'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Ouais. J'ai des métiers que j'aurais voulu faire jeune, mais même jusqu'à 20 ans. Je vais être cash transparent. J'ai toujours voulu être joueur de tennis pro. Ok, de la passion de Roger. J'ai toujours espéré être joueur de tennis pro. Très vite, j'ai compris que ça n'allait pas dans mes cordes. Là, j'ai compris assez vite, là, en fait. Tu comprends assez vite. Parce que t'es pas le meilleur, t'es pas le plus doué, t'es pas, même avec du boulot et de l'entraînement, à un moment, tu vois les limites. Ok, tu as vu tes propres limites. Ouais, tu vois vite tes propres limites. Quand tu te fais éclater, tu te fais éclater, tu perds et t'arrives pas. Ça, c'est violent. Et après, j'ai toujours voulu... alors je crois que tu as fait une petite partie dans l'armée. J'ai toujours voulu j'ai été attiré par les métiers comme GIGN, DGSI, commissaire. Oh, ok, donc c'est pas l'uniforme. Hein. C'est pas l'uniforme, tout le côté enquête, trouver la solution, être plus malin que la personne en face de toi. J'aime bien l'idée. Arriver à convaincre. J'aime bien l'idée. Arriver à convaincre que tu arrives à... Négociateur du raid. Exactement, ça j'aurais adoré. C'est quoi qui est extrêmement passionnant pour toi? Parce que il y a plusieurs personnes qui peuvent se dire, moi aussi j'aurais aimé faire ça, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu disais l'enquête, qu'est-ce que ça te procure concrètement? Ça me procure, j'aime bien le côté, justement, analyse, et on y retrouve des similitudes avec la vente. Hein. Quand tu dois écouter, analyser les besoins, tu fais une enquête et tu récupères des infos pour pouvoir derrière trouver la bonne solution et proposer la bonne solution. Et donc c'est ça qui m'attire, que j'aime bien. On doit y voir la bonne intelligence, et dans le monde du commerce, la bonne intelligence commerciale. Ouais, c'est ce côté. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut le voir de deux façons. De façon négative, ça peut être de façon calculateur, manipulateur. Et la façon positive, ça peut être le côté trouver la solution et apporter une vraie solution. C'est pas manipulateur d'écouter, c'est apporter la vraie solution qui correspond vraiment aux besoins en fonction de ce que tu as entendu. Moi, je te rejoins, mais je sais qu'il y a forcément toute histoire à un côté positif ou un côté négatif. Donc, le GIGN, commissaire, j'aurais adoré. Alors, on parlait de, je t'ai dit, c'est pas une notion de l'uniforme, mais c'est une notion en fait de stature, d'impact social, d'être fier de dire je fais partie de ces belles institutions. Non, pas d'être fier, mais de monde un peu inconnu, un peu secret. D'accord. Tout le monde n'est pas des négociateurs du raid. Le troisième sous-sol de les Invalides. Tout le monde n'est pas à la DGSI à être au courant d'éléments que personne connaît, qui restent inconnus au grand public. On arrive quasiment à la clôture de ce podcast. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as une anecdote pro à nous partager, un moment qui a eu un impact sur ton mindset d'aujourd'hui? Quelque chose qui t'a permis d'avoir l'état d'esprit que tu as aujourd'hui? C'est pas pro, mais c'est perso. Mais ça a eu un impact sur ma vie pro derrière, c'est savoir rester humble. Je t'ai parlé tout à l'heure entre deux expériences pro. J'ai eu besoin de bosser et j'ai été vendeur chez l'Occitane pour les fêtes de Noël à faire les paquets cadeaux. Ouais. Je sortais de 2 ans de banque d'investissement et j'avais mon petit tablier de l'Occitane à faire les paquets cadeaux à la caisse et j'ai croisé un client est arrivé qui était un ancien collègue avec qui j'ai bossé dans une banque à Londres. Et qui me disait, mais qu'est-ce que tu fous là qu'est-ce que tu fous à faire le caissier derrière? Mal à l'aise? Il faut savoir, tu es un peu mal à l'aise sur le moment, puis en fait, tu apprends à savoir
à être humble et à dire la vérité, dire voilà, j'ai besoin de bosser et j'ai besoin de travailler, donc je le fais. Tu lui as dit que tu étais en phase de prise de recul? Ouais, que tu avais besoin de peut-être aller dans un autre domaine. J'avais besoin de me confronter à d'autres choses. Et là, ça apporte pas mal. Je pense que c'est hyper important dans la vie pro de rester, quels que soient les succès, de rester humble. Merci pour ce partage. Voilà. Incroyable. Bah, comme quoi, cette petite expérience, je te charrie avec McDo, mais finalement, c'est Occitane. C'est celle-là qui t'apporte cette anecdote. Ok. Ludovic, on arrive donc à la fin de ce podcast. Pour terminer ce podcast, tu as reçu une question de la Head of Sales qui est passée juste avant toi. La question que tu as, c'est qu'est-ce qui te motive à évoluer professionnellement, mais pas forcément hiérarchiquement? Qu'est-ce qui te motive à évoluer? Qu'est-ce que ça t'inspire déjà? Évoluer professionnellement, mais pas forcément hiérarchiquement. La diversité des missions. Tu fais pas la même chose. On parlait tout à l'heure des qualités d'un manager. C'est pas forcément les mêmes qualités d'un manager qu'un DIRCO. Ouais. C'est pas les mêmes qualités qu'un directeur, qu'un head of sales ou qu'un directeur général. Tu as des problématiques différentes et que tu vois et tu dois apprendre au fur et à mesure. Ça me rappelle une anecdote. C'est challenging et c'est passionnant et tu connais les autres problématiques de tes collaborateurs du dessous du coup. Ok. Voilà. Ça me rappelle une anecdote, c'est que j'étais manager il y a quelques années et j'allais passer responsable commercial quelques mois plus tard. Et juste avant, sans le savoir, j'avais dit à mes équipes, mais vous savez que si un jour j'évolue, moi je suis absolument pour que vous preniez mon poste, parce que c'est bon signe pour moi aussi, c'est que j'évolue. On va me demander qui est-ce que je veux nommer, parce qu'en mobilité interne, on me demande souvent qui est-ce que tu aimerais voir à la place où tu étais. Et je leur disais, en fait, vous êtes opérationnel, moi je suis au tactique et au-dessus de moi, il y a le stratégique. Si les personnes que je rencontre ne se posent pas des questions d'un niveau tactique déjà à leur poste, comment vous voulez que je les projette à ce poste-là? Et ok. Ouais. Bah, écoute, merci d'avoir répondu à cette question de la Head of Sales qui est passée juste avant toi. C'est une très bonne question. Et maintenant, on va faire le jeu inverse. Je vais t'inviter en regardant cette caméra à poser une question à la future directrice commerciale qui va passer au prochain épisode. Quelle question t'aimerais lui poser? Eh ben, je vais reprendre la discussion qu'on a eue tout à l'heure. On parlait de la connaissance de ses équipes. Jusqu'à quel niveau un Head of Sales ou un DIRCO doit connaître l'ensemble de ses équipes Sales? Alors, j'ai plein de questions, mais je ne les poserai pas. Pourquoi? Parce que je la laisserai elle-même interpréter et comprendre ce qu'elle veut. Parfait. Merci pour elle. Merci. Ludovic, dernière étape avant de clôturer. Chaque personne peut offrir un cadeau, donc ou personnel ou via son entreprise. Quel cadeau t'aimerais faire aujourd'hui pour la personne qui sera pour le tirage au sort pendant 72 heures à partir du moment où cet épisode est diffusé? Le lien dans la description de la vidéo. Quel cadeau on offre à la personne qui va gagner? On est une école de formation, donc j'ai choisi une formation, un bon pour une formation qui est la formation Améliorer sa productivité avec ChatGPT. Ok. Qui est une formation de 20 heures qu'on me propose. Ok. Et voilà, qui est un bon cadeau. Et il aura le coach et le mentor? Et il aura le coach et le mentor. Ok. Bon, c'est l'accompagnement dont on parlait. Exactement. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous tous et toutes pour ce tirage au sort. Si la personne est en région Île-de-France, j'irai lui remettre moi-même le cadeau. Si elle est hors région Île-de-France, à ce moment-là, vas-y, je veux bien que tu le montres, ça peut être sympa. C'est un petit truc qui t'a été fait par les gros, c'est mignon. Un petit diplôme d'école française. Augmenter sa productivité avec ChatGPT. Et le bon pour, on mettra le nom à la personne qui va. Je te laisserai le mettre. Ouais, la personne, si elle est en Île-de-France, je viens lui remettre. Si elle n'est pas en Île-de-France, on lui enverra par courrier recommandé, bien évidemment. Merci Ludovic pour ce cadeau. On arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie pour cette présence. Je te remercie d'être venu. C'est vrai que je te connaissais déjà parce que j'étais intervenu et c'était ça aussi qu'avait envie que je fasse. J'avais envie que tu fasses partie de ce podcast, pardon. Merci. Merci pour ce partage. Merci pour tout ce mindset que tu as partagé, cette prise de recul sur ton expérience pro, d'avoir décidé de changer de parcours. Et aujourd'hui, c'est ce que tu permets, grâce à l'école française, c'est à des personnes de pouvoir soit être plus certifiés dans leur domaine ou changer complètement de domaine. Changer ou se reconvertir. Merci Walter, c'est fait un plaisir. À très bientôt. Merci. Salut David. Ciao.